Bonjour à toutes et à tous, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle affaire aujourd'hui, une affaire assez incroyable, vous allez le voir, et avec un haut niveau de tension, vous le découvrirez. Quoi qu'il en soit, juste avant qu'on ne débute, n'hésitez pas à vous abonner en activant la petite cloche, ça permet de ne pas manquer la suite des vidéos qui arriveront. Vous trouverez dans la description aussi les liens de tous mes réseaux sociaux, Instagram, TikTok, Twitch, Twitter, il y a tout. Si vous voulez venir me parler, il y a au moins 4 endroits où vous pouvez le faire. Bien, à présent, ne perdons pas plus de temps et entrons dans notre enquête. En 1995, dans la ville d'Ottawa, au Canada, vit une femme âgée de 46 ans, Louise Ellis. Louise est une personne agréable, intelligente et drôle. Elle attire la sympathie des personnes qui l'entourent et elle a beaucoup d'amis. La femme réussit à vivre de sa passion, puisque depuis plusieurs années à présent, elle rédige et illustre des livres. L'éventail des ouvrages qu'elle réalise est très large. Cela peut aller du livre pour enfants au roman criminel. Et d'ailleurs, en 1992, la voici qu'elle planche sur un roman à propos de David Milgaard. Mais avant de progresser encore un peu plus dans notre affaire, nous devons en aborder une autre, celle de David Milgaard justement. Le 31 janvier 1969, à Saskatoon, dans la province de la Saskatchewan, une infirmière, Gail Miller, est retrouvée assassinée après avoir été abusée sexuellement. Durant le laps de temps au cours duquel ce crime odieux a été commis, un adolescent âgé de 16 ans se trouve dans la ville de Saskatoon, et cet adolescent, c'est David Milgaard. Le jeune homme est d'abord suspecté dans cette affaire par les policiers, puis ces derniers vont procéder à son arrestation et l'inculper pour le meurtre de Gail Miller. Au cours du procès, le jury tranchera et confirmera la culpabilité de David Milgaard dans le meurtre. Il est donc condamné à une peine d'emprisonnement. Simplement, David Milgaard continue de clamer son innocence et une partie de l'opinion publique le croit. Et pour cause, il semblerait que des éléments détenus par la police et démontrant l'innocence de cette personne n'ont jamais été révélés. Ce n'est qu'après avoir passé 23 ans derrière les barreaux que la Cour suprême canadienne annulera sa condamnation et demandera la tenue d'un nouveau procès. Et bien que l'homme soit à présent libéré, il n'est toujours pas innocenté pour autant. Mais la preuve irréfutable innocentant David Milgaard pour le meurtre de Gail Miller sera apportée au cours de l'année 1997 par l'ADN. Ces échantillons d'ADN qui auraient dû éviter la prison à David Milgaard, ou du moins l'en libérer au moins beaucoup plus tôt, étaient en réalité conservés par la police de Saskatoon depuis des années. Et suite à ces analyses de ces échantillons ADN, en 1997, il est définitivement démontré que David Milgaard est hors de cause et que le meurtrier s'appelle en réalité Larry Fisher. Et Larry Fisher était déjà connu des services de police de la ville de Saskatoon dans les années 70, ayant connu une première condamnation pour viol. Qui plus est, au début des années 80, Linda Fisher, l'ex-conjointe de Larry, avait prévenu les policiers en leur indiquant que certainement il était l'auteur du meurtre de Gail Miller. Si elle a pu apporter cette information aux policiers, c'est parce qu'elle avait remarqué qu'un couteau était manquant chez elle et qu'elle avait confronté son mari au meurtre de Gail Miller et son attitude paraissait suspecte. Les enquêteurs canadiens ont toujours refusé d'approfondir les informations apportées par Linda Fisher, ce qui a conduit à la condamnation de David Milgaard, pourtant innocent. Louise Ellis, notre écrivaine, quant à elle, faisait partie du groupe de soutien à David Milgaard justement pour tenter de l'innocenter. En parallèle, elle rédigeait un roman sur sa personne et elle participait donc à toutes les audiences de la Cour suprême qui concernaient cette affaire. Et en 1992, alors qu'elle assiste à l'une de ces audiences, un homme doit se présenter à la barre et il s'agit de Brett Morgan. Et il est un témoin important puisqu'il se présente à la barre de la Cour suprême avec un témoignage selon lequel Larry Fisher, son ancien compagnon de cellule, se serait vanté d'avoir fait condamner une autre personne à sa place pour le meurtre d'une femme. Et cet agissement de Brett Morgan n'est pas anodin. Un codétenu qui se présente à la barre de la Cour suprême pour en balancer un autre met sa vie en jeu.
Une forme d'acte de bravoure que Louise admire, et alors que Brett est tiré hors de la salle d'audience pour être amené à nouveau à l'établissement pénitentiaire, Louise l'interpelle une seconde. Elle demande à lui parler rapidement, et elle explique à Brett qu'elle trouve véritablement courageux ce qu'il est en train de faire, et elle lui demande aussi si elle peut garder contact avec lui. C'est ainsi que l'homme et la femme échangent de manière régulière. Elle ira même lui rendre visite directement en prison. Les 2 années de contact régulier entre Louise et Brett vont créer une histoire d'amour entre eux, à tel point que la femme va mettre en œuvre tous les moyens possibles et à sa disposition pour tenter d'obtenir une libération conditionnelle pour Brett. Malheureusement, la partie n'est pas gagnée d'avance, puisqu'en 1978, dans la ville d'Edmonton, Brett a étranglé une prostituée sous les effets de la cocaïne, ce qui lui a valu une peine d'emprisonnement assez lourde. Précisément 10 ans d'emprisonnement, puisqu'il a été condamné sur la base d'un homicide involontaire, mais il n'en réalisera que 8 grâce à l'intervention de Louise. La femme aura sué sang et eau pour lui obtenir cette libération anticipée, en payant notamment de très bons avocats qui ont assuré sa défense. Brett Morgan est donc libéré au cours de l'année 1994 et aussitôt à l'extérieur de la prison, il rejoint Louise pour s'installer avec elle. Les deux poursuivent leur relation amoureuse entamée il y a 2 ans déjà. Mais les 2 personnalités sont bien différentes pourtant. Louise, comme je vous l'ai décrite auparavant, est une personne intelligente, sociable et dévouée, là où Brett est plutôt rude et brute. Il a connu une enfance très difficile et a été maltraité, ce qui l'a amené par la suite à consommer des substances illégales et a engendré sa condamnation pour homicide involontaire. Mais Louise ne s'arrête pas à ça, et coûte que coûte, elle veut aider Brett à se remettre sur le droit chemin, et elle l'aide de toutes les manières possibles, notamment financièrement. Tout semble se dérouler correctement entre eux, leur relation dure depuis 9 mois en dehors de la prison à présent, et nous arrivons au samedi 22 avril 1995. Ce jour, aux alentours de 13h15, Louise quitte Ottawa pour se rendre sur les hauteurs de Gatineau. Il y a à peu près 15 ou 20 minutes de trajet avant d'atteindre sa destination qui est la maison de son ex-petit ami John Maisonneuve ainsi que sa fille. Bien que la relation entre Louise et John fût assez ambiguë, elle sera définitivement terminée lorsque Louise rencontrera Brett. Pour autant, elle restera très amie avec John. D'une part parce qu'elle l'apprécie, et d'autre part parce qu'elle a créé un lien avec sa fille, et le samedi 22 avril 1995, c'est son anniversaire. Louise a donc prévu de se rendre à la maison de John pour fêter l'anniversaire de sa fille et lui apporter un cadeau. Malheureusement, le samedi 22 avril, Louise ne s'est jamais présentée à la maison de John Maisonneuve. Et le lendemain, le dimanche 23 avril, l'un de ses amis signale sa voiture présente sur le côté de la route. La voiture se trouve toujours sur les hauteurs de Gatineau, non loin de la maison de John, et elle est entièrement verrouillée. En observant à l'intérieur de l'habitacle de la voiture, il est clair qu'il n'y a pas de signe de lutte ou d'une quelconque agitation. La personne qui se trouvait à l'intérieur a tout simplement quitté le véhicule de manière volontaire et l'a fermé. Plus surprenant, en revanche, c'est la présence de nombreuses affaires de Louise à l'intérieur, comme un sac de voyage contenant des vêtements, un livre dédicacé qu'elle était censée offrir à la fille de John pour son anniversaire, et puis son sac à main, dans lequel se trouvent tous ses effets personnels, notamment son permis de conduire, sa carte d'identité et sa carte bancaire. Pourquoi Louise aurait-elle abandonné son véhicule à cet endroit de manière volontaire avant de s'évaporer? Cela n'a pas de sens. Et l'ami qui a retrouvé la voiture appelle Brett. L'homme, inquiet de ne pas avoir eu de nouvelles de sa petite amie depuis de si longues heures, et après avoir entendu cette nouvelle, appelle immédiatement la police. Avec lui, les amis ainsi que la famille de Louise vont se réunir et ils vont parcourir les alentours de l'endroit où a été retrouvée la voiture pour essayer de trouver une trace ou un indice. Ils vérifient donc les buissons, les rivières, parcourent la forêt, mais malgré leurs efforts acharnés, il n'y a rien qui n'est retrouvé. Mais Brett n'abandonne pas et il imprime en grand nombre des affiches avec la photo de Louise. Il les distribue, les placarde et continue de parcourir la zone où elle aurait pu disparaître. Il se rend tous les jours sur les lieux, des heures durant, parcourt des kilomètres, arrête le moindre automobiliste en lui tendant l'affiche qu'il a imprimée
et demandant s'il a vu la personne disparue. Il participe aussi à des entretiens avec des médias locaux afin de propager l'information et d'obtenir peut-être un indice enfin. Malgré tous ses efforts, Brett reste un homme condamné pour meurtre et il est aussi le petit ami de Louise. Logiquement, la police va se concentrer sur lui et l'interroger. Cependant, l'homme est très franc avec les enquêteurs et il coopère totalement. Il leur explique qu'effectivement, il est un homme condamné pour meurtre après avoir tué une personne sous les effets de la cocaïne et que Louise est sa petite amie et qu'elle l'a aidé à sortir de prison et à retrouver la liberté, ce qui n'a rien à voir avec sa première affaire. Il lui est totalement redevable et jamais il n'aurait pu lui faire de mal. À ce moment, les policiers lui laissent le bénéfice du doute, mais le surveillent tout de même. Quoi qu'il en soit, les agents de toute manière n'avaient aucune preuve contre lui et donc n'avaient aucun motif pour l'inculper. Qui plus est, il participait activement aux recherches, cela n'aurait donc pas eu de sens. La police va donc s'intéresser à d'autres pistes. En parallèle, une détective privée nommée Mary Parent s'intéresse elle aussi à cette affaire de disparition. Elle suit l'évolution du cas de Louise Ellis à travers les médias. Cela fait 2 ans qu'elle s'est rendue au Canada depuis l'Écosse, justement pour être détective privée, et cette affaire pourrait être la première sur laquelle elle se met sérieusement. Effectivement, Marie vient de finir sa formation d'enquêtrice privée, et elle habite à proximité de Gatineau. Elle souhaite donc amener sa pierre à l'édifice pour résoudre l'affaire de Louise Ellis. C'est ainsi qu'elle parvient à contacter Brett par téléphone et elle lui indique qu'elle est prête à participer à l'enquête pour essayer de retrouver Louise. L'homme est ravi que des personnes extérieures s'impliquent dans la recherche de sa petite amie et il dit à Marie de venir chez lui le lendemain pour en discuter. Lorsqu'elle arrive, il la remercie du fond du cœur pour ce qu'elle fait. Marie lui indique ensuite qu'elle doit lui poser quelques questions et demande s'il est possible d'enregistrer cet entretien. Brett accepte et Marie lui demande toutes les informations qu'il a en sa possession, après quoi elle démarrera son enquête. Après avoir glané les précieux détails auprès de Brett, Marie se rend au début de toute cette affaire, c'est-à-dire là où a été retrouvée la voiture de Louise. Et elle constate que cette voiture est retrouvée en contrebas d'une allée qui mène à une maison. Malheureusement, aucune personne n'a pu être interrogée, puisque dans cet endroit il y a beaucoup de maisons de vacances, et à cette période, tout le monde est absent quasiment. La détective privée se concentre donc sur l'endroit où se trouve le véhicule, et comment est-ce qu'il a pu arriver là. Et selon elle, notamment avec la présence des affaires de Louise à l'intérieur de sa voiture, ce n'est pas elle qui a conduit le véhicule ici délibérément. Elle estime qu'une personne que Louise connaissait a conduit son véhicule jusqu'à cet endroit précisément et dans un but précis, celui de tromper la police. Une découverte inquiétante pour Marie, qui retourne voir Brett en lui demandant s'il connaît une personne dans l'entourage de Louise qui aurait pu lui en vouloir. L'homme réfléchit un moment et ne voit pas quelle personne pourrait être hostile à Marie, une fille aussi gentille et dévouée. Mais il évoque possiblement son ancien petit ami John Maisonneuve. Il précise que le jour où elle a disparu, elle était censée se rendre chez lui et qu'a priori, au cours de leur relation, celle-ci n'était pas des plus tendres et John pouvait être dur à l'égard de Louise. Par conséquent, John aurait pu être jaloux du couple que formaient Brett et Louise et ainsi avoir un mobile pour s'attaquer à la femme. En parallèle, la police continue d'enquêter, mais ils ne sont pas au fait de l'existence de Marie, la détective privée, et eux aussi s'intéressent à John, l'ancien petit ami de Louise. Le fait que Louise a planifié de se rendre chez John le samedi 22 avril, avec à l'intérieur de sa voiture le livre dédicacé pour sa fille, et que son véhicule a été retrouvé à proximité de la maison de son ancien petit ami, suffit aux agents de police pour se rendre sur le lieu de travail de John et l'interroger. Lorsqu'il le questionne, celui-ci avance son alibi et il précise qu'il a passé toute la journée du samedi 22 avril avec sa fille. Bien que cette explication soit plausible, elle ne le dédouane pas d'une possible attaque envers Louise. Par conséquent, les enquêteurs décident de fouiller sa maison ainsi que les alentours. Cependant, malgré des recherches approfondies et intenses, il n'y a absolument aucune trace, aucun indice qui pourrait conduire à Louise ou démontrer que celle-ci est passée par là. Il n'y a donc aucune preuve pour relier l'ancien petit ami de Louise à sa disparition.
Mais John Maisonneuve n'est pas le seul dans le collimateur de la police. Il y a un autre homme, et cet autre homme, c'est Larry Fisher. Et oui, celui-là même que Brett Morgan avait dénoncé à la barre de la Cour suprême comme étant le possible meurtrier de Gail Miller. Et le profil de Larry Fisher pourrait coller avec la disparition de Louise. C'est un homme violent, il a certainement déjà tué, et il aurait pu en vouloir à Brett Morgan au point de s'attaquer à l'un de ses proches. Et en 1995, Larry Fisher est toujours en liberté, puisqu'il sera définitivement condamné en 1997 avec la preuve ADN. Ce qui signifie pour la police que cet homme a très bien pu, par vengeance, enlever et tuer Louise Ellis. Il est donc impératif de mettre la main sur cet individu afin de connaître son emploi du temps pour la journée du 22 avril. Mais en réalisant leurs recherches, les enquêteurs découvrent qu'il a été arrêté dans un relais routier à 6h10 du matin ce jour-là. Et ils constatent qu'il a passé une bonne partie de la journée dans un commissariat, ce qui l'exclut totalement de toute implication dans la disparition de Louise. Une bien mauvaise nouvelle pour les policiers, qui désormais sont bredouilles. Ils repartent alors de zéro et réétudient tout le dossier. En repassant sur les éléments concernant Brett, ils font une découverte intéressante. Celui-ci devait une forte somme d'argent à Louise, à peu près 20 000 $. Cette somme correspondant à l'argent que Louise avait prêté à Brett pour qu'il puisse se remettre sur pied et dans le droit chemin après son séjour en prison. Mais il s'agissait d'un montant conséquent pour la jeune femme, et c'était également une source de stress pour elle. Elle espérait revoir la couleur de cet argent, ou du moins en partie assez rapidement. Elle contactait donc régulièrement sa banque afin de s'informer sur un éventuel remboursement de la part de Brett. Évidemment, l'homme ne l'a jamais remboursé. Pire, la police découvre qu'il a même falsifié des chèques en son nom. Ce qui signifie que son propre petit ami lui dérobait de l'argent. Elle n'en savait rien et elle s'en prenait régulièrement à la banque qui a fini par enquêter et a découvert que c'était Brett derrière tout ça. Louise a fini par découvrir ses manigances et elle aurait menacé Brett de contacter son contrôleur judiciaire, une bien mauvaise nouvelle qui aurait pu lui coûter un retour en prison. Voici pour les policiers le mobile de la disparition de Louise et certainement le mobile de son meurtre. Les enquêteurs, de façon minutieuse, vont éplucher les relevés bancaires de Louise et ils constatent quelque chose de surprenant, même d'incohérent. La femme aurait quitté son domicile aux alentours de 13h ou 13h15 le 22 avril pour se rendre chez son ex-petit ami, John Maisonneuve. En tout cas, selon les dires de Brett Morgan. Or, souvenez-vous, le véhicule a été retrouvé verrouillé avec à l'intérieur de celui-ci la carte bancaire de Louise. Mais selon les transactions bancaires de Louise ce samedi 22 avril, un montant de 280 $ aurait été retiré à 14h53. Un élément qui surprend la police, qui décide donc d'obtenir la vidéosurveillance du distributeur concerné. Et en regardant les images présentes sur la bande, quelle ne fut pas la surprise des enquêteurs de découvrir que la personne qui a effectué ce retrait est en réalité Brett Morgan. Les policiers détiennent donc désormais la preuve que Brett leur a menti, puisque si Louise était partie entre 13h et 13h15 du domicile avec sa carte bancaire a priori, puisqu'elle se trouve dans la voiture, comment est-ce que Brett aurait pu réaliser ce retrait avec la carte de Louise? C'était littéralement un mensonge. En parallèle, la détective privée, Mary Parent, fait également une découverte. Alors qu'elle est en train de réécouter l'enregistrement de l'entretien qu'elle avait eu avec Brett, lui donnant l'ensemble des informations dont il disposait à propos de Louise, elle constate un passage qui la marque. Durant sa conversation avec Brett, elle lui pose une question et lui demande si le siège conducteur de Louise était toujours dans la même position qu'à l'habituel. Si elle lui demande ceci, c'est parce que sa théorie à ce moment est qu'une autre personne a conduit le véhicule de Louise à cet emplacement. Lorsque Brett entame sa réponse, il dit « Non, le siège est positionné de la même façon que je… » Puis il se stoppe et se corrige de la même façon que Louise conduit. Bien sûr, au moment de la conversation avec Brett, Marie n'avait pas soulevé cette hésitation. Mais en réécoutant l'enregistrement de cette dernière,
Elle remarque que ce lapsus est révélateur. Elle saisit à cet instant que Brett est impliqué dans la disparition de Louise. Il est à présent le suspect numéro 1 pour la détective privée, mais également pour la police, qui ignore toujours l'existence de Mary Parent. Mais les enquêteurs, après avoir découvert que Brett volait de l'argent à Louise, l'ont surveillé de très près et l'ont mis sur écoute dans sa propre maison et ont placé des caméras de surveillance tout autour. C'est comme ça qu'ils ont découvert l'existence de la détective privée. Mais avant d'entrer en contact avec elle, ils enquêtent sur cette personne et ils découvrent qu'effectivement elle est toute fraîche dans cette profession. La police se rapproche donc de Mary Parent et lui demande toutes les informations qu'elle a pu glaner jusque-là. Et leur requête ira quelque peu plus loin, puisque Mary a réussi à créer une forme d'amitié avec Brett. Lui demande alors de les aider sur ce point. Puisque le potentiel meurtrier de Louise lui fait confiance, peut-être qu'il lui fera une confession qui le trahira. Bien entendu, il s'agit là d'une situation avec un haut degré de dangerosité. Brett a déjà tué et il a certainement récidivé. Mary doit obtenir des confessions d'un tueur peut-être en série. Mary ne rechigne pas et accepte de participer au stratagème que la police tente de déployer pour capturer Brett. La détective privée doit faire semblant de croire que John, l'ancien petit ami de Louise, est le coupable, et de cette manière, tenter d'obtenir des informations de la part de Brett. Et si l'homme les conduit au corps de Louise en pensant que John, l'ancien petit ami, sera condamné à sa place, il réalise en fait des aveux indirects. Et Mary est donc la pierre angulaire de tout ce piège. Elle se rend donc chez lui. Bien entendu, la maison est truffée de micros. Mary est également équipée et les policiers entendent tout ce qui se passe dans la maison. Lors de la discussion, elle demande directement à Brett, puisqu'il a été déjà condamné pour meurtre, comment est-ce qu'il s'y serait pris pour déplacer un corps. L'homme répond qu'un cadavre est particulièrement lourd, que c'est dur à déplacer et que si ça avait été lui, il l'aurait certainement jeté dans les buissons. Mary propose donc à Brett de se rendre dans les alentours où le véhicule de Louise a été retrouvé pour tenter de localiser son corps s'il se trouve là-bas. Pour cette expédition avec Brett, Mary est équipée d'un micro qui se trouve dans son sac à main. Mais la situation est hautement risquée. Mary va se retrouver seule avec un tueur dans une forêt, là où personne ne pourra intervenir à temps s'il décide de s'en prendre à elle. Effectivement, pour ne pas éveiller les soupçons, les policiers sont obligés de se tenir en retrait, la zone étant particulièrement isolée et silencieuse. Mary finit par rejoindre Brett. Il prend le volant et conduit jusqu'à une zone isolée où, ensemble, ils pénètrent dans la forêt. Et alors qu'ils marchent tous les deux, la femme remarque que Brett transpire abondamment. Il est littéralement en nage et il se tourne vers Mary et lui fait une révélation inquiétante. Il lui dit que les seules autres fois où il transpire comme ça, c'est lorsqu'il fait l'amour. Elle comprend donc le message qu'il est en train de lui faire passer. La recherche du cadavre de Louise l'excite au plus haut point. Et il compare cet état d'excitation à celui d'une relation sexuelle. Le stress et l'anxiété montent chez Mary. Ils ont désormais effectué un long trajet dans la forêt et ils sont éloignés de tout. C'est au tour des agents de police de s'inquiéter désormais. Ils sont bien trop éloignés et la première chose qu'ils souhaitent assurer, c'est la sécurité de Mary. Or, désormais, si la situation devait leur échapper et déraper, ils n'auraient aucun moyen d'intervenir assez rapidement pour lui sauver la vie. Par conséquent, et pour vérifier que tout se passe bien, ils prennent la décision d'envoyer sur place un hélicoptère. Oui, un hélicoptère. Je suis d'accord avec vous, c'est l'équivalent d'aller vérifier une poudrière avec un briquet, mais bon. Cet hélicoptère se met donc à survoler la zone, là où se trouvent Brett et Mary, et aussitôt, l'homme se met à paniquer. Il mitraille la détective privée de questions et lui demande si elle travaille sous couverture, si elle a un micro sur elle. La situation est totalement en train de basculer. Mary est obligée de répliquer. Elle dit que non, elle ne travaille pas sous couverture et qu'il peut la fouiller s'il le souhaite. Et il le fait. Il commence à vérifier si Mary n'a pas de micro. Mais au bout d'un certain temps, il se ravise et lui dit non. Je ne vais pas vous fouiller, finalement, mais je veux ressortir d'ici. Brett était littéralement à deux doigts de trouver le micro que Mary avait sur elle. Si ça avait été le cas, elle était une femme morte. Durant leur expédition, Brett et Mary n'ont pas mis la main sur le corps de Louise, et ceci est un échec total, puisqu'à présent, l'homme refuse de se rendre dans la forêt à nouveau pour participer à des recherches,
à cause de cet hélicoptère. Mais la police ainsi que la détective n'abandonnent pas et ils mettent en place un nouveau plan pour tenter de coincer Brett. Son point faible, c'est l'argent. Il n'en a pas et il est en train de revendre des effets personnels de Louise pour pouvoir payer ses factures et son loyer. Les enquêteurs sollicitent donc une banque et demandent à ce que l'un de ses employés contacte Brett. Il devra faire comprendre à l'homme qu'il est le bénéficiaire direct de l'héritage de Louise, à condition qu'elle soit déclarée morte, et pour qu'il y ait une telle déclaration, bien entendu, il faut un corps. Ils utilisent également Marie à nouveau et lui font dire à Brett que John, l'ancien petit ami de Louise, est passé au détecteur de mensonges au sujet du meurtre de cette dernière et qu'il a lamentablement échoué. Autrement dit, John Maisonneuve devient le suspect numéro 1 de la police dans cette affaire. Elle fait ainsi comprendre à Brett qu'aussitôt le corps de Louise retrouvé, John sera inculpé du meurtre de son ancienne petite amie. Au cours de la discussion, Brett semble indéniablement croire toute cette version. Mais à un moment donné, il se tourne vers Marie. Il la regarde droit dans les yeux, se penche vers elle et lui demande comment est-ce qu'il peut savoir qu'elle n'est pas un policier sous couverture. Marie sait pertinemment qu'il est en train de la tester et qu'il attend en retour un baiser pour démontrer qu'elle n'est pas sous couverture. Et elle s'exécute, elle l'embrasse en retour, et ceci affole les policiers qui assistent à la scène en train de surveiller. Ils la contactent subtilement par téléphone et l'enjoignent de quitter Brett immédiatement. Ils doivent revenir sur ce qui s'est passé. Mais juste avant de s'échapper, elle demande à l'homme quel est le programme, et Brett lui répond qu'ils partiront tous les deux le lendemain pour rechercher le corps de Louise à nouveau. Elle acquiesce, puis file rejoindre les enquêteurs pour les informer de toute la situation. Mais ces derniers sont extrêmement mécontents. Le fait qu'elle a embrassé Brett en retour a très bien pu éveiller chez lui des nouvelles pulsions sexuelles et des envies de tuer. Les agents indiquent à Marie qu'elle ne peut pas agir de la sorte avec de tels individus. Il faut être hautement précautionneux. D'autant plus que le lendemain, elle doit se rendre certainement sur le lieu du crime, accompagnée de Brett et une nouvelle fois, seule avec lui. Voici donc qu'arrive le 7 juillet 1995. Ce jour, Marie et Brett retournent à l'endroit où ils s'étaient rendus précédemment pour rechercher dans les buissons le corps de Louise. Une nouvelle fois, Marie est équipée d'un micro qui se situe dans son sac à main et une nouvelle fois, elle doit se rendre seule dans la forêt avec le potentiel meurtrier. Cependant, le trajet au cours duquel il s'enfonce dans la forêt n'est pas aussi calme que le précédent, puisque Brett parle beaucoup et il questionne Marie. Il lui demande notamment si elle n'est pas inquiète de se retrouver seule dans un endroit isolé avec un ancien meurtrier, et si elle lui fait confiance. Marie, en tentant de rester aussi calme que possible, lui dit que oui, elle lui fait confiance, mais elle remarque pertinemment qu'il est en train d'apprécier la situation. Puis soudainement, il se tourne vers elle et lui dit de faire attention parce qu'il y a un fil barbelé à cet endroit. Sa manière d'alerter Marie sur ce fil barbelé démontre clairement qu'il connaît par cœur cet endroit, et il sait qu'en le disant de cette façon, elle va le comprendre. Son comportement est de plus en plus étrange, comme s'il essayait de faire comprendre, de manière peu subtile, qu'il était l'assassin de Louise. Quelques instants plus tard, Marie remarque quelque chose du coin de l'œil et demande à Brett ce que c'est. Et il lui répond automatiquement « c'est Louise ». Marie s'approche et remarque une basket, et un peu plus loin à proximité, effectivement le corps de Louise. Lorsqu'elle se retourne pour observer Brett, elle constate que celui-ci semble être dans un état de transe et il la fixe avec insistance. Marie panique totalement intérieurement, mais elle sait qu'elle ne doit démontrer aucune peur à l'extérieur. Elle se rapproche de Brett et lui saisit la tête et lui dit « ça y est, on l'a retrouvé ». Et lorsqu'elle lui dit ça, Brett cligne des yeux et semble sortir de son état second. Et soudainement, il se met à pleurer, à gémir, à crier « oh non, Louise », etc. Les policiers, à travers le micro dans le sac de Marie, entendent les deux personnes pleurer. Brett est en train de gémir la mort de Louise, il fait un véritable cinéma. Marie, elle aussi pleure, mais certainement pas pour les mêmes raisons. La charge émotionnelle et être passée à deux doigts de la mort doit jouer un rôle là-dedans. Finalement, Brett et Marie repartent tous les deux de l'endroit où se trouve le corps de Louise, et la police n'intercepte pas Brett à ce moment.
Ils attendent le moment opportun pour lui passer les bracelets et l'inculper du meurtre de Louise. Et ce moment, c'est lorsque Brett traversera la porte du commissariat et annoncera que le corps de Louise a été retrouvé. Et c'est précisément ces événements qui se déroulent le 7 juillet dans l'après-midi, lorsque Brett se rend au commissariat pour annoncer la découverte du corps de Louise, en pensant que John Maisonneuve sera arrêté. Mais ce n'est pas le cas, c'est bien lui qui sera interpellé et inculpé du meurtre de Louise. Plus tard, la police retrouvera un journal intime appartenant à Louise justement, dans lequel il est indiqué que Brett était un homme violent avec elle. Selon les enquêteurs, ainsi que les résultats de l'autopsie du corps de la femme, ce samedi 22 avril, Louise s'apprêtait à quitter le domicile lorsque Brett l'a attaquée et l'a étranglée à mort dans la baignoire de la maison. Il aurait par la suite enveloppé la dépouille dans un rideau de douche avant de la placer dans sa voiture. Il aurait donc ensuite roulé jusqu'à cet endroit dans la forêt où il aurait simplement jeté le corps avant de le recouvrir à peine de quelques brindilles. Par la suite, pour tromper les enquêteurs, il a déplacé le véhicule de Louise à l'endroit où il a été retrouvé. En réalité, à ce moment, Brett pensait qu'il avait garé la voiture devant la maison de John Maisonneuve, l'ancien petit ami de Louise. Mais il s'est trompé de maison en réalité. Son but était là, bien évidemment, de faire inculper John à sa place. C'est en 1997 que le procès de Brett Morgan se tiendra. Il ne faudra pas longtemps au jury avant de reconnaître sa culpabilité et une condamnation d'emprisonnement à vie s'ensuivra. Il est condamné pour le meurtre avec préméditation de Louise Ellis. Il ne pourra obtenir une libération conditionnelle qu'au bout de 25 ans. Mais après seulement 2 mois passés en prison, il décédera. La cause de la mort étant une hépatite C. Voici pour l'histoire un courage absolument dingue, peut-être au bord de l'inconscience de la part de Mary Parent qui s'est retrouvée à plusieurs reprises seule avec un tueur condamné dans une forêt. Je vous laisse imaginer la tension qu'il y a dû avoir dans son esprit, mais la lucidité aussi dont elle a fait preuve. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner en activant la petite cloche. Il y a tous les réseaux sociaux dans la description de la vidéo. Je vous remercie de m'avoir regardé et je vous dis à très bientôt. Ciao.